Bonjour Charles Rodwell. Bonjour, merci pour votre invitation. Pour rétablir les relations avec l'Algérie, Laurent Nunez semble avoir une idée assez claire, c'est d'enterrer l'idée de remettre en cause les accords de 1968. Allez-vous être victime de la raison d'État ? Vous formulez bien votre question. Moi, j'ai un respect infini pour Laurent Nunez. D'ailleurs, je pense que chacun qui nous écoute, qui nous regarde, qui lit Laurent Nunez depuis des décennies, sait qu'on a de la chance de l'avoir au ministère de l'Intérieur. Donc, je pense qu'il a des informations. C'est ce que vous pensez quand vous écoutez cette interview, après avoir fait tout le travail inédit que vous avez fait ? Non, mais on n'a pas le même point de vue sur cette question. Je rappelle que Laurent Nunez est ministre de l'Intérieur. Il a occupé toutes les fonctions régaliennes de ce ministère. Je suis un député parmi d'autres de la Commission des Finances. Moi, j'ai fait cette analyse d'un point de vue financier, économique, sanitaire, social, des conséquences de l'accord de 1968. Nous avons notre point de vue qui est celui de Gabriel Attal, qui est celui d'Édouard Philippe, qui est celui de la majorité. En tout cas, c'est la position que nous portons sur ces accords. Notre position, elle est assez simple, en fait. Elle est de dire un citoyen algérien, uniquement algérien, je ne parle pas des binationaux, doit rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire qu'il doit être considéré comme un étranger comme un autre, et un citoyen franco-algérien doit être considéré comme un citoyen français comme un autre. Et c'est le sens de la remise en cause de ces accords de 68, mais je respecte évidemment le point de vue du ministre de l'Intérieur. Ah oui, mais si on respecte le point de vue du ministère de l'Intérieur, encore une fois, tout votre travail, on va y revenir, risque d'être mis à la poubelle, ou peut-être, dans le meilleur des cas, remisé au placard. Revenons sur le fond de votre rapport. Je peux rebondir sur ce point-là, parce que le débat sur les accords franco-algériens de 68 a toujours, y compris mes propres positions et mes propres prises de position, pardonnez-moi, concentré sur le volet régalien du débat. Et je pense que cette dimension, elle est importante. Mais si on ne se focalise que sur la dimension régalienne, on oublie une autre dimension régalienne. Les laissez-passer, les questions sécuritaires en France, la relation sécuritaire entre la France et l'Algérie, qui est une question fondamentale. Mais ce n'est pas la seule. Le rapport que nous avons remis, à mon avis, il a suscité l'intérêt de tout un chacun parce que nous avons étudié la question économique, la question sociale, la question financière des relations entre nos deux pays. On y revient. D'abord, revenons donc sur le fond. On le rappelle, les accords de 68, c'est une série de dispositions qui permettent aux Algériens de profiter de conditions avantageuses pour immigrer en France. Et là, effectivement, vous l'avez évoqué à l'instant, vous dites que ça pose un premier problème, un problème presque constitutionnel. Bien sûr, parce qu'en fait, l'accord de 68 a été détourné de son intention initiale. C'est ça le comble. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous aviez le gouvernement français et le gouvernement algérien, ils ont signé cet accord pour limiter l'immigration entre nos deux pays. Ils voulaient la limiter à une immigration de travailleurs français qui vont en Algérie et surtout de travailleurs algériens qui viennent en France. Ce qui fait qu'il suffit juste de lire les articles de 68. Ils sont assez simples à lire, assez simples à trouver. Ils proposent de limiter drastiquement l'immigration familiale et l'immigration pour soins. C'est uniquement à cause des décisions qui ont été prises après 68, depuis 50 ans, qui ont fait que l'accord a été détourné de son intention initiale. Et ce qui arrive à un point, c'est qu'il y a une rupture du principe d'égalité. Non pas d'égalité entre les citoyens français et les citoyens étrangers, mais entre les citoyens étrangers. Il y a une préférence algérienne par rapport aux citoyens étrangers en France. C'est ça qui soigne de votre rapport. Votre formulation est assez juste. Elle a une limite, c'est qu'il y a une partie des dispositions qu'on a votées depuis X années qui ne s'applique pas aux citoyens algériens. Donc, par exemple, vous avez le regroupement familial qui est facilité pour les Algériens par rapport à des citoyens étrangers extra-européens. Guinéens, mais vous avez des dispositions, je pense par exemple au passeport talent. Le passeport talent, c'est quoi ? C'est un visa qui est accordé à des gens très hautement qualifiés qui veulent venir en France et dont on a besoin pour la richesse nationale, dont les citoyens algériens ne peuvent pas bénéficier au titre et à cause de ces accords-là. Donc on est dans une situation de comble où d'une part, il y a des dispositions qui sont appliquées de manière bénéficiaire aux citoyens algériens et il y a d'autres dispositions dont ils ne bénéficient pas du fait de ces accords. Pour moi, on nage vraiment dans une situation paradoxale dont il est temps de sortir. Ce qui est intéressant aussi dans votre rapport, on va le revoir, c'est que vous dites qu'il y a donc une rupture d'égalité, donc un problème constitutionnel, mais que le comble, c'est que ce sont les juges qui auraient dû être les premiers à voir ce genre de problème, qui sont non seulement passés outre, mais ont ouvert des jurisprudences qui allaient encore plus loin que les accords. Alors là, pour le coup, je ne dis pas tout à fait ça. Pourquoi ? Parce que ce serait trop facile de jeter à 100% la faute sur les juges. Effectivement, il y a des décisions... Vous ne le dites pas, mais vous écrivez quand même. Pardonnez-moi, si je prends par exemple l'immigration familiale, le regroupement familial, en 1968, lorsque l'accord a été signé, il proposait de limiter drastiquement l'immigration familiale.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le regroupement familial est favorisé dans l'accord? Parce que vous avez un secrétaire d'État, donc un ministre, en 1976, Paul Dijoux, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui non seulement a créé le regroupement familial dans la loi, et ensuite a pris toute une série de décisions réglementaires et ministérielles pour faciliter l'immigration familiale entre la France et l'Algérie. Et ensuite, après cette décision politique, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et plusieurs cours de justice ont pris des décisions en cette faveur-là. Ils auraient pu retoquer. Ils auraient pu dire, oui, mais non, il y a un problème de rupture d'égalité. Et donc ils auraient pu retoquer. Ils n'ont pas retoqué. Moi, vous savez, et encore, ils sont allés plus loin. Je vois beaucoup de mes femmes politiques qui critiquent les décisions de justice matin, midi et soir. Il y a une partie de leurs critiques qui peuvent paraître légitimes. Mais là, en l'espèce, voilà, je crois, un bon exemple qui montre que les décisions juridiques de la justice ont été prises après des décisions politiques que nous pouvons remettre en cause. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a une surreprésentation des Algériens dans les dispositifs les plus coûteux pour les finances publiques? Alors, merci pour votre question. Lorsque nous avons fait l'analyse sur l'accord de 68 et le coût pour les finances publiques, c'est une chose importante cela. On a séparé les questions qui étaient liées à l'accord de 68 et les questions qui n'étaient pas liées à l'accord de 68. Deux exemples rapides. La rétention administrative, la question des OQTF. C'est une question qui est très douloureuse, importante entre nos deux pays. Ce n'est pas une question qui dépend directement des accords de 68. Deuxième exemple, le logement social. Évidemment que le logement social est une question compliquée entre nos deux pays. Ce n'est pas une question qui est liée directement à l'accord de 68. Donc quand on a fait le calcul, le coût pour les finances publiques et pour les dépenses sociales, on a séparé les questions qui étaient directement liées de l'accord et les questions qui n'étaient pas directement liées à l'accord de 68. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire une analyse financière la plus stricte et la plus détaillée possible, sans tomber dans du jargon politicien pour tromper les gens. Et donc sur la question des dépenses sociales, vous avez des questions comme le RSA, comme l'aide sociale aux personnes âgées, comme les retraites, où oui, la question algérienne est une question épineuse, non pas pour les individus qui en bénéficient, mais parce que la France applique des dispositions que l'Algérie n'applique pas. Les cas le plus frappant quand même, c'est l'histoire des retraites. Oui. Donc, prenons un exemple pour que ce soit compréhensible par tout le monde, parce que c'est une question qui était très compliquée à discerner dans le travail qu'on a fait. Et d'ailleurs, j'appelle mes collègues parlementaires à poursuivre ce travail de manière beaucoup plus détaillée. En tout cas, moi, je vais m'y atteler. Si on prend un Algérien qui a travaillé 40 ans de sa vie, 20 ans en France, 20 ans en Algérie, la Convention de la Sécurité sociale de 1980, qui dépend de l'accord de 68, dit, bon, comme il a travaillé la moitié de sa vie en France et la moitié de sa vie en Algérie, la France doit lui verser la moitié de sa pension. Moi, je considère que c'est légitime. Il a contribué la moitié de sa vie en France, et évidemment qu'il touche la moitié de sa pension de retraite par la sécurité sociale française. L'accord dit aussi que l'Algérie, la sécurité sociale algérienne, la caisse nationale de retraite algérienne, doit lui verser l'autre moitié de sa pension. Or, dans des milliers de cas, l'Algérie ne le fait pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La France compense ce manquement en versant ce qu'on appelle l'ASPA, l'aide sociale aux personnes âgées. Et pourquoi on est obligé de compenser? Et donc, moi, quand je donne cet exemple-là, jamais mon intention n'est évidemment de pointer du doigt des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui sont parfois devenues françaises et qui bénéficient d'une retraite. Si on continue comme ça, l'Algérie sera jamais en face de... Et ces personnes-là ne se retourneront jamais devant ceux qui doivent les payer, de ceux qui doivent verser les pensions, c'est-à-dire l'État algérien. Mais c'est bien pour ça, monsieur, que je fais ce rapport. Pour le rendre public. Vous savez, moi, ça ne me fait pas nécessairement plaisir. Vous voyez, comme vous d'ailleurs, quand vous avez mis cette émission, je suis attaqué matin, midi et soir sur les réseaux sociaux et autres. Mais la raison pour laquelle je fais ce travail, c'est que je pense que les parlementaires et les Français méritent que le débat soit clarifié. Après, vous savez, la raison d'État, pour revenir à votre première question, chacun jugera du bien fondé ou non de la remise en cause de ces accords. Moi, je respecte l'avis de tout le monde. En revanche, ce que j'ai essayé de faire à travers ce débat et ce travail avec mon collègue Mathieu Lefebvre, c'est d'éclairer le débat en faisant tout simplement la lumière sur tout un cas de dispositions qui, à mon avis, moi, à titre personnel, ne me semble pas acceptable. Pas acceptable pour les Français, pas acceptable pour ces citoyens algériens, et pas acceptable pour la relation entre nos deux pays qui, à mon avis, mériterait d'être normalisée. Il y a une dette de l'Algérie donc sur les retraites, sur la sécurité sociale, et vous dites aussi sur la délinquance. Alors, la question spécifique, par exemple, de la délinquance. Ce que nous disons spécifiquement dans le rapport, c'est que la rétention administrative, donc les personnes qui sont retenues pour trouble à l'ordre public, avant d'être expulsées vers le territoire algérien, est évidemment une question très tendue entre nos deux pays.
Mais cette question n'est pas une conséquence directe de l'accord de 68. Moi, je pensais que si, au départ, quand j'ai démarré ce travail. Mais factuellement, quand j'ai lu les articles et quand j'ai lu les décisions qui ont été prises après, c'est une question qui pose problème entre nos deux pays, mais ce n'est pas une question qui dépend directement des accords de 68. Et donc, si je donne des exemples qui sont frappants, je me dois aussi de dire la vérité. C'est que voilà un exemple qui est très tendu entre nos deux pays, sur lequel, évidemment, il faut qu'on mène une riposte et un bras de fer. Mais ce n'est pas une question qui dépend directement des accords de 68. En revanche, il y a une autre question qui dépend des accords de 68, c'est quand même les dépenses sociales, Oui. Et en particulier la dette sociale et notamment la dette hospitalière. Tout à fait. Donc la dette hospitalière, bon exemple. Vous avez une dette hospitalière publique et une dette hospitalière privée. Donc la dette hospitalière publique, c'est dire combien la sécurité sociale française doit aux hôpitaux algériens, combien la sécurité sociale algérienne doit aux hôpitaux français. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une dette hospitalière dans les deux sens, du fait de ces accords. Et je considère que cette dette hospitalière, dans les deux sens, publique, pose un vrai problème. Elle est chiffrée. 430 millions d'euros de 2018 à 2024 de la France vers l'Algérie. 102,5 millions d'euros entre 2018 et 2024 de l'Algérie vers la France. Ce qui pose un problème complémentaire. Mais pourquoi on doit de l'argent Permettez-moi juste de finir. Parce il y a plus d'Algériens qui vont se faire soigner en France que de Français qui vont se faire soigner en Algérie. Je vais finir. Je vais répondre à votre question, mais le point que je m'apprête à faire est important. Sur la dette privée, à savoir ce que des citoyens algériens doivent à la France, nous n'avons pas de données consolidées à l'échelle nationale. Pourquoi ? C'est pas une question de rétention de fonctionnaires idéologisés dans les ministères. Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé sur ce rapport avec des centaines d'hommes et de femmes qui travaillent à Bercy, au ministère des Affaires sociales, au Quai d'Orsay, au ministère de l'Intérieur. Je n'ai rencontré que des gens qui ont un sens de l'engagement et l'État incroyable. Okay. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a un aveuglement systémique de l'État sur la mobilisation des données. Et nous appelons avec mon collègue à ce que l'État retravaille complètement la manière dont il mobilise les données pour que nous puissions calculer précisément combien vaut la politique publique. Charles Rodwell, la question de la dette, c'est très important. Vous dites, la France doit de l'argent à l'Algérie. Pourquoi et combien? Et vous avez dit 430 millions. Pourquoi? Sur la dette hospitalière. Parce que vous avez des citoyens. Alors là, il faut bien décliner de manière extrêmement précise. Vous avez des citoyens algériens et vous avez des citoyens binationaux franco-algériens du fait notamment des accords de 68 et de la Convention de la sécurité sociale des années 80 qui ont accès à la sécurité sociale française au même titre que vous avez des citoyens français qui ont accès à notre sécurité sociale qui doivent être remboursés par la sécurité sociale algérienne. Donc c'est les citoyens algériens qui sont soignés en Algérie, mais comme ils sont franco-algériens, c'est à la France de payer. Non, vous avez deux sujets différents. Vous avez des citoyens algériens à part entière qui ont cotisé en France. Vous avez des citoyens binationaux franco-algériens qui ont accès aussi à la sécurité sociale française au nom de leur nationalité et au nom du fait qu'ils cotisent. Mais cette dette, il est important de préciser ce point-là parce que c'est l'étude que nous avons faite. Il y a cette dette qui existe dans les deux sens. Et donc, typiquement, pour assainir notre relation entre nos deux pays, je pense qu'il est temps de dénoncer ces accords et des conventions qui y sont liées pour retomber dans un régime de droit commun, au même titre qu'il existe entre la France et l'Érythrée, entre la France et le Japon, entre la France et le Canada, entre la France et la Guinée, entre la France et le Népal, pour que les citoyens algériens soient considérés comme des citoyens étrangers, comme les autres sur le territoire français, et pour que les citoyens franco-algériens soient considérés comme des Français, comme les autres, sur le territoire français. Les débats budgétaires démarrent. Allez-vous déposer un amendement pour remettre en cause ces financements? Tout à fait. Donc en fait, le travail que nous avons fait avec mon collègue aboutissent évidemment à des décisions de l'exécutif. Et l'exécutif prendra les décisions qu'il souhaite. Je suis rapporteur sur le budget de l'immigration à l'Assemblée nationale. J'avais déposé des amendements sur ces questions-là, comme sur d'autres, sur le droit d'asile, sur la rétention administrative, et je vais renouveler ces amendements cette année. Je vois de manière factuelle que l'exécutif a suivi une part de nos recommandations. Un exemple, le timbre. Quand vous voulez obtenir un visa en France, vous devez payer une somme pour obtenir ce visa. Cette somme, elle a été rehaussée. C'est une bonne première étape. Parce que ça veut dire que les étrangers contribuent plus à nos finances publiques qu'avant. Il y a d'autres décisions à prendre. C'est l'objet des amendements que je déposerai dans le débat. Un exemple d'autres amendements? Deuxième exemple, le droit d'asile. Aujourd'hui, le droit d'asile est très large. Et le droit d'asile bénéficie à des personnes qui viennent de pays sûrs et d'autres qui viennent de pays pas sûrs. Nous, ce que nous proposons, c'est de limiter, en tout cas, l'aide au droit d'asile aux pays qui ne sont pas sûrs. Et donc, les personnes qui viennent de pays sûrs
pourront bénéficier du droit d'asile parce que c'est pas l'objet du budget, Mais ça, et nous baisserons l'aide. Ah, d'accord. Ça, c'est bien dans le cadre des débats budgétaires qui démarrent aujourd'hui. Quels sont les autres moyens pour vous pour faire en sorte que votre travail ne soit pas vain ? Parce que vous n'allez visiblement pas profiter de l'aide du ministre de l'Intérieur. Alors c'est une question, encore une fois, moi je répète une chose, c'est que le ministre de l'Intérieur a accès à tout un tas d'informations depuis des années auxquelles je n'ai pas accès. Donc la position qu'il a prise sur France Inter qui a été diffusée est probablement mue ou expliquée par des faits que je ne connais pas. Moi, vous connaissez... C'est pas le point de vue de son prédécesseur, en tout cas, apparemment. Moi, non, c'est vrai. Et moi, vous connaissez mon point de vue. Mon point de vue est de remettre en cause cet accord. Et donc, je continuerai à travailler sur ces questions comme sur d'autres à l'Assemblée. Je crois, et j'espère que ça a eu lieu, que ce rapport parlementaire permet d'éclairer nos débats sur des questions autres que la question régalienne. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer à faire ce travail. Merci beaucoup, Charles Rodwell. Merci à vous. Le rapport d'information sur les implications juridiques et budgétaires des accords bilatéraux conclus en matière de circulation, de séjour, de santé et d'emploi, à l'exemple de l'Algérie. Le titre est un petit peu long, mais c'est celui-là, c'est le titre exact de ce travail colossal, inédit, qui est un modèle du genre d'ailleurs, et qui est à lire et à retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Il fera référence. Merci beaucoup, Charles Rodwell.